La Chine ne découvre pas l'Algérie à travers les ports géants, les rails d'acier ou les grues dressées face à la Méditerranée. Elle la reconnaît bien avant cela, dans une époque où l'Algérie n'existait pas encore comme État, mais comme idée combattante. Une idée fragile en apparence, mais portée par une mémoire longue, semblable à celle des civilisations qui savent que le temps est une arme plus puissante que la force brute. Dans les années 1950, le nom même d'Algérie était banni des cartes officielles du monde dominant. Il n'y avait ni signature diplomatique, ni promesse de contrat, ni ressources prouvées à exploiter. Il n'y avait qu'un peuple en lutte, sans garantie de victoire, sans reconnaissance internationale solide, affrontant une des puissances coloniales les plus enracinées. À ce moment précis, Pékin fait un choix que peu comprennent alors, soutenir politiquement, moralement et diplomatiquement cette cause lointaine. Non pas parce qu'elle est rentable, mais parce qu'elle est juste dans la logique du temps long. Ce n'était pas un geste sentimental, ni un calcul opportuniste. C'était un acte de reconnaissance entre deux trajectoires historiques marquées par l'humiliation, la domination étrangère et la volonté farouche de redevenir maître de son sol. La Chine, qui sortait elle-même d'un siècle de fractures, de guerres et d'ingérences, voyait dans la lutte algérienne un miroir, celui d'une civilisation ancienne refusant de disparaître sous l'administration d'une autre. Certaines nations construisent leur politique étrangère comme on gère une campagne électorale, avec des échéances courtes, des slogans et des retournements rapides. D'autres, plus rares, pensent en générations. Elles savent que la véritable influence ne se décrète pas, elle s'accumule. La Chine appartient à cette seconde catégorie, et c'est précisément ce qui explique la nature singulière de sa relation avec l'Algérie. Car dès l'origine, cette relation ne s'est jamais fondée sur la dette morale ou la gratitude éternelle. Il n'y a pas eu de discours condescendant, ni de rappel constant du passé. Il y a eu un principe simple, presque austère, tu ne t'ingères pas dans mes choix, je ne m'ingère pas dans les tiens. Tu reconnais ma souveraineté comme intangible, je reconnais la tienne comme non négociable. Cette règle, rarement respectée dans les relations internationales, est devenue la colonne vertébrale silencieuse du lien algéro-chinois. C'est peut-être pour cela que cette coopération a longtemps échappé aux projecteurs. Pas de grandes déclarations théâtrales, pas de mise en scène permanente. Un dialogue discret, parfois opaque pour les observateurs extérieurs, mais constant. Comme si les deux pays avaient compris qu'une alliance véritable n'a pas besoin d'être proclamée pour exister. Dans ce silence presque minéral, semblable à celui du désert algérien ou des montagnes chinoises, quelque chose s'est lentement préparé. Une relation débarrassée de l'urgence médiatique, patiente, enracinée, prête à entrer dans une nouvelle phase sans renier son socle. Et lorsque le monde commence à vaciller, lorsque les équilibres géopolitiques se déplacent, cette mémoire partagée du temps non cesse d'être un héritage abstrait pour devenir un avantage stratégique bien réel. Aujourd'hui, la relation entre l'Algérie et la Chine ne se donne pas à voir comme un spectacle diplomatique destiné aux caméras. Elle ne se résume pas à des communiqués triomphants ni à des poignées de main répétées. Elle prend la forme beaucoup plus exigeante d'un chantier permanent, étendu, parfois chaotique, mais profondément structurant. Là où certains partenariats cherchent à séduire l'opinion, celui-ci cherche d'abord à transformer le réel. Les infrastructures en sont la colonne vertébrale. Un port en eau profonde comme El Hamdania n'est pas seulement un ouvrage maritime, c'est une décision géopolitique matérialisée dans le béton et l'acier. Il inscrit l'Algérie dans les grandes routes afro-eurasiennes du commerce mondial, non plus comme simple escale marginale, mais comme point d'articulation entre l'Afrique, la Méditerranée et l'arrière-pays saharien. Derrière les chiffres et les grues, il y a une idée simple, une nation qui maîtrise ses flux maîtrise une part de son destin. Les réseaux ferroviaires suivent la même logique. Ils ne sont plus pensés comme de simples liaisons urbaines héritées du passé colonial, mais comme des artères productives. Relier un port à un bassin minier, une zone agricole saharienne à une unité de transformation, une ville intérieure à un marché d'exportation, c'est transformer la géographie en levier économique. Chaque rail posé devient une promesse de valeur ajoutée locale, un refus implicite du modèle où les richesses quittent le territoire à l'état brut. Dans ces projets, la Chine apporte des capacités concrètes, une ingénierie rodée aux chantiers géants, une rapidité d'exécution forgée par des décennies de construction intensive, et des montages financiers capables de soutenir des projets lourds sans asphyxier immédiatement les équilibres internes. L'Algérie, elle, apporte ce que personne ne peut importer, le territoire, la profondeur stratégique, et surtout une décision politique de plus en plus assumée de sortir du rôle d'exportateur passif de matières premières. C'est particulièrement visible dans le domaine de l'énergie. Le dialogue ne se limite plus à vendre du pétrole ou du gaz, mais à repenser toute la chaîne de valeur. Pétrochimie avancée, transformation locale, montée en gamme industrielle, et désormais hydrogène vert comme horizon stratégique. Là encore, la technologie n'est pas une fin en soi, mais un outil au service d'une souveraineté productive. Produire de l'énergie propre dans le désert, la transformer, l'exporter sous forme de valeur et non de simples ressources,
c'est une rupture silencieuse avec des décennies de dépendance. Cette logique s'étend jusqu'à l'agriculture et à la logistique. Drones pour cartographier précisément les sols, capteurs pour gérer l'irrigation sans épuiser les nappes, systèmes intelligents pour optimiser les rendements dans des environnements extrêmes. Le désert cesse d'être perçu comme une contrainte pour devenir un espace technologique. La logistique, elle, est pensée comme une chaîne continue. Produire, stocker, transformer, acheminer, exporter. Nourrir la population, mais aussi nourrir des marchés extérieurs. À mesure que ces systèmes complexes se mettent en place, une interrogation plus profonde surgit, presque malgré elle. Si l'Algérie est en train de bâtir le squelette matériel de la puissance, alors la question n'est plus de savoir si elle en a les moyens techniques, mais si elle est prête à en assumer pleinement les conséquences historiques. Dans le sud algérien, loin des capitales bavardes et des plateaux télévisés, une autre histoire est en train de s'écrire. Elle ne se raconte pas avec des slogans, mais avec des plans, des relevés de sol, des tableaux de rendement et des kilomètres parcourus sous le soleil. Là-bas, des jeunes ingénieurs, agronomes, logisticiens et techniciens travaillent sur des projets où les manuels sont parfois en mandarin, parfois en arabe, parfois en anglais. Les langues changent, les référentiels aussi, mais le langage qu'ils partagent est universel et ancien, bâtir. Cette génération n'a pas grandi avec le complexe de l'imitation aveugle ni avec la peur systématique de l'autre. Elle n'idéalise plus la Chine comme un modèle parfait à copier, pas plus qu'elle ne la fantasme comme une menace diffuse. Elle la considère pour ce qu'elle est devenue dans ce contexte précis, un partenaire de travail, exigeant, parfois dur, mais opérationnel. Dans un monde fragmenté, l'Algérie commence à refuser l'assignation qui y a longtemps été imposée, celle d'un pays périphérique sommé de choisir un camp plutôt qu'un projet. Refuser d'être le terrain de jeu des autres, c'est d'abord reprendre possession de son propre espace. Dans le désert, cela se traduit par des fermes pilotes, des périmètres irrigués intelligemment, des routes tracées non pour la symbolique, mais pour la logistique. Chaque piste ouverte relie une exploitation à un marché, chaque réseau installé réduit la distance entre la production et la transformation. La jeunesse qui s'y engage ne parle pas de grandeur abstraite, elle parle de coûts, de délais, de maintenance, de rentabilité à long terme. Refuser l'isolement, c'est accepter de travailler avec le monde sans se dissoudre en lui. Ces jeunes professionnels naviguent entre normes internationales, exigences locales et contraintes environnementales. Ils négocient des contrats, apprennent à défendre leur cahier des charges, à imposer des adaptations aux réalités algériennes. La coopération n'est plus vécue comme une soumission, mais comme un rapport de force maîtrisé, parfois déséquilibré, mais de plus en plus conscient. Refuser la dépendance à un seul axe, enfin, c'est comprendre que la souveraineté moderne ne se proclame pas, elle se diversifie. La Chine est un partenaire parmi d'autres, mais un partenaire qui oblige à monter en compétences, à structurer des projets, à penser à l'échelle industrielle. Cette exigence agit comme un révélateur, elle met en lumière les faiblesses, mais aussi le potentiel immense d'une jeunesse souvent sous-estimée dans le discours public. Cette jeunesse ne rêve pas d'un futur lointain et abstrait. Elle vit dans le présent concret des chantiers. Elle cultive le sable en le comprenant, elle installe des réseaux en les adaptant, elle trace des routes qui ne mènent pas seulement quelque part, mais qui relient des vies, des territoires, des économies. Pendant que certains débats restent prisonniers du passé, figés dans des oppositions stériles, elle avance, parfois sans bruit, parfois sans reconnaissance. Et à mesure qu'elle avance, une question de plus en plus dérangeante s'impose. Si cette génération est déjà en train de construire l'Algérie productive de demain, qu'est-ce qui empêche le reste du pays de la rejoindre, autrement que par le commentaire ou la nostalgie? Si l'Algérie peut coopérer avec la Chine sans renoncer à sa souveraineté, si elle peut moderniser son économie sans se soumettre, si elle peut devenir une puissance agricole mondiale en s'appuyant sur des partenariats choisis,